Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Gérald Darmanin aurait-il dû présenter sa démission comme le réclamait hier une tribune parue dans Libération? Est-il en mesure de porter à lui seul la responsabilité d'un tel chantier pour réparer les défaillances du système juridique? Le garde des Sceaux a du pain sur la planche à quelques mois de la présidentielle. On en parle avec un magistrat justement, aujourd'hui député européen du Rassemblement national. Jean-Paul Garot, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Garot, merci d'être en direct avec nous à l'antenne de Sud Radio. Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, est en difficulté, évidemment, les dessous de l'affaire Iliana, où on a vu qu'il y a quand même des carences de la justice qui sont absolument inacceptables. Sa tentative de réformer la justice, je vois que son projet de loi sur le plaidé coupable a été repoussé en commission. Est-ce que le ministre s'agite, en fait, parce qu'il se sent en difficulté, ou est-ce que c'est quelqu'un dont certains disent qu'il a vraiment essayé de réformer la justice, qu'il a eu courageusement la volonté de prendre des décisions et que c'est le système qui l'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qu'il faut déduire de ce blocage? Oui, écoutez, M. Darmanin est au centre du système qui existe déjà depuis de nombreuses années. Il a été dans plusieurs gouvernements. Il arrive actuellement en bout de course puisqu'il y a les élections donc de 2027. Donc s'il avait dû faire des choses en faveur de la justice, elles auraient déjà été faites. C'est au début d'un mandat, naturellement, qu'il faut aller vraiment au fond des choses en ce qui concerne le système judiciaire, parce que la maison justice, elle s'écroule. Malheureusement, elle s'écroule, et on le sait depuis longtemps. J'étais moi-même magistrat, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai fait la politique, c'est pour essayer de contribuer à la restauration de cette maison justice, parce que évidemment, c'est un des pouvoirs régaliens de l'État, et naturellement, je savais malheureusement que si rien n'était fait, nous allions arriver à des extrémités comme ce qui s'est passé avec cette terrible affaire d'Eliana. Donc nous le voyons, il faut agir. Maintenant le ministre essaye de se débrouiller comme il peut, il fait de la communication, mais il est évident qu'il ne fera rien, que ça soit lui ou un autre, rien ne bougera parce que le système il est tel qu'il est, avec ceux tels qu'ils sont, et donc en réalité rien ne bougera. Il faut prendre sous plusieurs aspects ce sujet de fond, à la fois bien entendu par rapport à l'affaire elle-même et au niveau d'une réforme structurelle de la justice, car les choses ne peuvent pas durer comme cela. Moi, si vous voulez, je suis, même en tant que professionnel et en tant que politique, je suis révolté par tout ce qui se passe, parce que ce sont des millions de nos concitoyens qui souffrent de tout cela, et parmi eux, les plus vulnérables en général, comme des enfants. Donc c'est l'émotion naturellement est là, d'autant plus que tout ceci devait être pris en compte il y a longtemps. Et je précise que ceci n'est pas que de la responsabilité de M. Macron et de M. Darmanin, les choses remontent à bien plus longtemps. Et si vous voulez, je ne veux pas politiser le discours naturellement, mais quand vous avez des discours justement qui sont très permissifs sur les délinquants, sur la violence, je pourrais vous en parler en détail. Bon, évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une explosion de la violence, que l'institution judiciaire soit débordée, d'autant plus qu'elle a, d'une façon endémique, naturellement, elle est dans la misère depuis longtemps. Alors après, il y a bien sûr les personnels, on peut en parler, je les connais parfaitement bien, mais bon, il y a peut-être aussi quelques réformes à faire, mais vous voyez, je peux vous dire cela. Jean-Paul Garot, est-ce qu'on peut parler de scandale pour l'affaire Iliana, et ensuite évidemment les tentatives du garde des Sceaux de reprendre la situation en main? Est-ce que ce n'est pas plutôt un problème structurel de nos institutions, de la façon dont fonctionne le gouvernement, de la façon dont les ministères sont constitués et sont structurés? Est-ce qu'un ministre tel qu'il est, il aurait pu éviter d'arriver là où nous en sommes arrivés en prenant des dispositions sur le fonctionnement de la magistrature, des juges d'instruction, des enquêtes avec la gendarmerie, ou est-ce que finalement il est, dites-moi la vérité, est-ce qu'il n'est pas coupé à un moment donné? Est-ce que l'administration, cette grosse machine, ne le tient pas à l'écart et fait en sorte que ce soit lui ou un autre qu'il en sache le moins possible pour qu'elle puisse continuer à agir à sa guise en fonction des méthodes qui sont les siennes? Non, franchement, le ministre, évidemment, il a des pouvoirs, entre guillemets, limités sur la justice en tant qu'exercice de la justice, parce qu'il n'a rien à dire dans le cours normal des affaires.
Mais par contre, sur tout ce qui entoure la justice, la structure de la justice, l'administration de la justice, la politique pénale notamment, il est maître d'œuvre. C'est lui qui, évidemment, sous l'autorité du Premier ministre et du Président de la République, met en œuvre une vraie politique pénale issue, bien entendu, d'un gouvernement, enfin d'une politique qu'il a expliquée précédemment. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a été nommé. C'est pour ça que le gouvernement, a été élu. Voilà. Donc il a la maîtrise. Il peut le faire. Sauf que, si vous voulez, ce n'est pas un an avant la fin d'un quinquennat qu'on commence à se réveiller véritablement là-dessus. C'est clair. Tout ce qui arrive aujourd'hui est malheureusement déjà arrivé parce que nous avons eu déjà des cas terribles. Je peux pas même, c'est terrible, citer tout le nom de ces jeunes qui ont été tués dans des conditions épouvantables avec cette augmentation considérable des violences d'ordre sexuel notamment. Bien sûr. Bon, eh bien, si vous voulez, au début d'un mandat, on s'attelle à un chantier. Et vous savez, sur un chantier comme celui-là, 5 ans, c'est pas si, c'est assez court en fait, parce que il faut que il y a des mesures d'urgence à prendre, et puis ensuite il y a des mesures à plus long terme qui nécessitent évidemment des réformes en profondeur, notamment législatives, mais sans aller sur de nouvelles lois, des lois de circonstances. On a déjà tous les outils en main, mais sauf que les magistrats, les personnels de justice, et puis en ce qui concerne le pénal, la gendarmerie, la police, bon, et on a besoin véritablement d'une action politique derrière qui soutienne, qui donne un influx, qui donne les ordres en ce qui concerne les forces de l'ordre et qui font en sorte de restaurer l'autorité de l'État et de combattre cette violence qui est en augmentation évidemment très 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 important. Précisément, Jean-Paul Garot, vous êtes ancien magistrat, vous êtes député européen, donc vous connaissez bien l'aspect politique et l'aspect judiciaire de la problématique. Est-ce que le fait que ce gouvernement n'ait pas une majorité nette, franche, qui représente la majorité du peuple français, qu'il n'y ait pas de vision, qu'il n'y ait pas de programme politique, fait qu'on est là et qu'on vivote, quelque part on s'agite au gouvernement, mais qu'il faut, quand on a de telles réformes, qu'il y ait une majorité solide. Là, je vois son projet de plaider coupable a été repoussé par la commission de 18 voix contre 12. Le Rassemblement national s'est abstenu, il aurait pu la faire passer. Pourquoi il y a eu abstention du Rassemblement national sur le projet de réforme de la justice de M. Darmanin? Parce que ce sont des réformes à la marge. C'est quelque chose d'assez superficiel. Ce n'est pas avec cela qu'on va régler l'engorgement des tribunaux, qu'on va rendre une meilleure justice. Et ce sont des phénomènes parcellaires. Donc ça n'a pas d'importance en réalité, si vous voulez. Donc, et sur le plaider coupable en particulier, il y a, vous êtes personnellement favorable ou non? Vous êtes favorable là-dessus personnellement? Moi, je suis à titre personnel favorable à ce qu'il y ait une procédure plus rapide pour les affaires qui ne sont pas complexes et pour les affaires résolues. C'est-à-dire les affaires qui ne posent pas problème en réalité. Vous comprenez, je ne veux pas schématiser, non, mais j'ai bien compris. Entre une affaire complexe et une autre qui ne l'est pas, en général, on a les mêmes procédures. Donc c'était un gâchis de temps, d'argent, etc. Bon, donc d'ailleurs, l'une des clés qui consistera à faire des économies et qui permettra effectivement d'aller plus vite, c'est la simplification de la procédure. Pour cela, il faut reprendre de la souveraineté juridique et judiciaire. Il faut ne plus être sous la coupe, évidemment, de Bruxelles. Ça nécessite quelques réformes, dont un référendum que nous avons prévu dès, évidemment, 2027. Voilà. Ça fait partie d'un des aspects essentiels. Mais si vous voulez, tout ce qui peut être fait, qui peut être un peu favorable, on le votera, mais ça ne changera rien. Rien, absolument rien. Est-ce que Jean-Paul Garot, il en est du ministère de la Justice comme de celui de l'Éducation nationale et voire de l'Agriculture? Ce sont des ministères très lourds, avec des corporations très solides qui font bloc, qui font face, et pour lesquels il faut vraiment une énergie, une volonté politique courageuse pour bousculer. Vous vous souvenez de M. Alec qui parlait de bousculer le mammouth. Est-ce qu'il n'y a pas finalement différents types de mammouths à bousculer en France? Oui, mais moi je connais très très bien l'appareil judiciaire, si vous voulez. Il peut y avoir du corporatisme. Il y a de la résistance. C'est un grand débat.
Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, j'ai quelques idées là-dessus, notamment en ce qui concerne la politisation de la justice. Ça, c'est un vrai grand sujet. Et notamment, et notamment au sujet du Conseil supérieur de la magistrature, composé évidemment des organisations syndicales et sur lesquelles on peut imaginer un autre système, notamment évidemment des magistrats, moi, auquel je tiens, c'est un système qui pourrait être désigné, tiré au sort et non plus passer par des organisations syndicales très politisées, comme bien entendu le syndicat de la magistrature. Ça fausse tout. Donc ça fausse les carrières des magistrats, ça fausse énormément de choses, donc il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Mais vous savez, le corps de la magistrature est composé de gens, et pas que la magistrature, tous les personnels de justice, les greffiers et autres, qui fondamentalement veulent rendre justice. Souvenez-vous de cette tribune qui est passée c'était en 2021, signée par 3000 magistrats, et même ça a été ouvert aux greffiers, à d'autres. Il y a eu 5000 signatures après le suicide de cette jeune magistrate, Charlotte, je crois, de 29 ans, qui ne pouvait plus être dans ce dilemme épouvantable, qui était de dire, je fais ce que je peux, mais je vais forcément juger mal, parce que je ne peux pas arriver à juger bien, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je n'y arrive pas, etc. Et donc, il y a beaucoup, il y a une grande majorité des magistrats qui sont comme cela. Il y a d'ailleurs une majorité de magistrats qui ne sont pas forcément politisés. Mais, si vous voulez, c'est une minorité agissante, qui est virulente, je dirais, dont il faut naturellement s'occuper, car il n'y a pas lieu à ce qu'il y ait de la politique dans la magistrature, de quelque nature ce soit, puisque c'est l'impartialité qui doit prévaloir. Nous sommes bien d'accord, et on espère que ça ira dans ce sens. En tout cas, que le prochain gouvernement qui sortira des unes en 2027 prendra les dispositions qui s'imposent. Merci Jean-Paul Garot d'avoir été avec nous pour ce témoignage. Et je n'hésiterai pas à faire appel à vos services parce que j'aurai besoin de décryptage sur l'affaire judiciaire. Merci. Vous restez avec nous, nous allons parler démographie française. Une étude de l'INSEE donne des chiffres alarmants sur la population française en 70 ans. Pourra-t-on préserver notre système social, système de retraite? Est-ce que l'immigration est en train de prendre une place, effectivement, à un moment donné, qui constituerait un déséquilibre dans la démographie française? On en discute avec Nicolas